Estefania Gutiérrez Lázaro. En Espagne, son nom résonne comme une légende noire, parce que son histoire, c'est l'un des rares cas où la police a reconnu des phénomènes paranormaux. Et on parle pas d'une creepypasta, d'une légende urbaine ou d'un délire TikTok avant l'heure. On parle d'un rapport signé par les flics qui ont vraiment flippé. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut retourner en Espagne dans les années 90. Une époque où les ados s'amusaient avec les planches Ouija comme nous on s'amusait avec MSN ou Napster. Sauf que cette fois-ci, ça a très mal tourné. Yo, salut, c'est Mario et bienvenue sur la chaîne Oka. Alors j'espère que vous aimez les histoires paranormales ultra flippantes parce que là on s'attaque à du lourd. Aujourd'hui on va parler de l'affaire Vallecas, qui est devenue culte en Espagne parce que c'est le seul cas où la police a officiellement rédigé un rapport mentionnant des phénomènes paranormaux. Et cette histoire est même à l'origine du film d'horreur Verónica qui est sorti en 2017. Alors accrochez-vous bien parce que ce qu'on va voir est aussi ouf que flippant, c'est parti. Estefania Gutiérrez Lázaro est une ado espagnole sans histoire, élevée dans une famille catholique très pratiquante. Pourtant, à 18 ans, elle développe une fascination pour l'occultisme et le spiritisme, un univers bien loin du catéchisme de son enfance. Avec ses copines, elle s'amuse parfois à invoquer les esprits. Faut dire qu'en Espagne, les séances de Ouija sont pas un mythe de film d'horreur. Depuis le 19e siècle, le spiritisme a ses adeptes. Et tenter de parler aux morts reste un jeu risqué, surtout dans un pays aussi catholique. Et franchement, sortir une table Ouija au lycée, fallait oser. Alors on imagine l'ambiance. Au lieu d'aller en cours, elle griffonne quelques lettres sur un bout de carton avec un verre retourné dessus et commence à poser des questions aux esprits. Leur but ce jour-là, c'est de contacter l'âme du petit ami d'un des amis d'Estefania qui est décédé quelques temps avant d'un accident de moto. Et on peut le comprendre, c'est une tentative touchante en soi. Sauf que ça va très mal se terminer. Une prof surgit, furieuse, et surprend Estefania et ses camarades autour de leur Ouija de fortune. Paniquée et en colère, elle leur arrache le verre des mains et le jette violemment au sol. Le verre se brise en 1000 morceaux. Sauf que quand on met fin à une séance de Ouija, il y a tout un protocole à suivre. Comme par exemple dire au revoir pour terminer la séance, histoire qu'il n'y a rien qui reste collé à nous. Et là c'est la panique générale. Surtout si on en croit le discours d'une des filles qui expliquera qu'une espèce de fumée noire est sortie du verre cassé pour aller directement s'enfoncer dans le nez d'Estefania. Dans les jours et semaines qui suivent, elle n'est plus la même. D'habitude souriante et sans histoire, elle commence à avoir des comportements inquiétants. Ses nuits deviennent blanches, impossible de dormir. Elle fait des insomnies terribles. Le jour, elle souffre de convulsions imprévisibles, comme des crises d'épilepsie. Mais il y a pire encore. Parce qu'elle affirme voir d'horribles silhouettes sombres qui la suivent et entendre des voix menaçantes que personne d'autre n'entend. Estefania, viens par ici. Je vous laisse un peu imaginer la scène. En pleine nuit, Estefania se réveille en sueur. Persuadée que des formes sans visage se tiennent autour de son lit, elle lui murmure de les suivre. À d'autres moments, elle pousse des cris ou parle toute seule comme si quelqu'un ou quelque chose chuchotait à son oreille. Alors évidemment, et on l'imagine bien, ses parents sont dépassés et l'emmènent rapidement voir des médecins. Et tout logiquement, on pense à des problèmes neurologiques ou psychologiques, donc Estefania multiplie les examens. Mais les médecins n'y comprennent rien. Elle prend des traitements qui ne font aucun effet et les symptômes empirent. Et là pour les croyants, il n'y a plus aucun doute. Une chose s'est accrochée à elle, après la séance de Ouija, elle serait hantée et possédée. Pendant des mois, l'adolescente va vivre un véritable calvaire. À la maison, elle a des absences, des crises de colère ou d'angoisse inexplicables. Un jour de l'été 91, la situation bascule dans la violence. Estefania est prise d'une crise effroyable. Elle se jette sur l'une de ses sœurs et tente de l'étrangler, les yeux révulsés. Le père s'interpose pour la maîtriser, mais elle semble possédée, en transe. Le lendemain, nouvelle crise. Estefania s'écroule. Son corps se raidit. Elle perd connaissance et tombe dans un coma profond. Affolée, ses parents l'évacuent à l'hôpital Gregorio Marañón de Madrid. Les médecins la prennent en charge, mais ils sont impuissants. Et quelques heures plus tard, dans la nuit du 14 au 15 juillet, Estefania Gutiérrez Lázaro meurt, à seulement 18 ans. Du jour au lendemain, la famille Gutiérrez Lázaro perd un proche, sans aucune explication. Mais ce qui est le plus flippant dans cette histoire, c'est que les phénomènes ne font que commencer. Et c'est à ce moment-là que commence le véritable cauchemar pour la famille.
Parce que si Estefania est partie, quelque chose semble être resté derrière elle, dans l'appartement. La mère commence à entendre des choses étranges. Maman, t'es là? L'écho lointain d'Estefania l'appelle depuis sa chambre, ou depuis le couloir. La mère se lève, cherche sa fille, mais évidemment, il n'y a personne. Juste le noir et le silence. Puis un rire rauque éclate dans l'appartement. Un rire d'homme âgé, moqueur, qui résonne et s'arrête net. Et ce ricanement d'outre-tombe quand Chita, la mère, le reconnaît, parce que ce serait la voix de son père à elle, le grand-père d'Estefania. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment les relations entre le grand-père et la mère étaient plus que compliquées. D'ailleurs, une des dernières phrases sur son lit de mort aurait été comme une malédiction. Je te rendrai la vie impossible depuis l'au-delà. Ouais, vous m'avez bien compris. Le grand-père d'Estefania aurait juré de hanter la famille après sa mort. Alors quand Conchita entend ce rire dans l'appartement, elle est convaincue que c'est lui qui est revenu se venger. Et à partir de là, les phénomènes paranormaux vont aller crescendo dans l'appartement de Vallecas. Chaque membre de la famille va en être témoin. Les petites sœurs d'Estefania se mettent à pousser des cris en pleine nuit, comme si quelqu'un ou quelque chose les attaquait pendant leur sommeil. Une nuit, les parents accourent dans la chambre des fillettes et les retrouvent terrorisées, les poignets plaqués contre le mur par une force invisible. D'autres fois, c'est leurs poupées qui volent à travers la pièce et viennent s'écraser contre les murs sans raison. Des portes d'armoire s'ouvrent toutes seules, des fenêtres claquent alors qu'il n'y a pas un souffle d'air. Conchita racontera aussi qu'au beau milieu de la nuit, des mains glaciales lui agrippent les pieds, ce qui l'a fait hurler de terreur. Dans tout l'appartement, on entend des coups dans les murs, des grattements. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, la famille est très croyante. Donc pour se protéger, elle prie et accroche des crucifix. Mais rien n'y fait. D'ailleurs, les crucifix sont souvent projetés hors des murs et retrouvés tordus. Et la famille déclara même avoir retrouvé 3 griffes derrière certains des crucifix qui ont été arrachés. 3 griffes, ce qui laissera penser à l'œuvre du diable par certains. Maintenant, les phénomènes sont non seulement visuels et sonores, mais aussi physiques. Un jour, Conchita se penche sur la petite table du salon, celle qui sert de support au téléphone, et pousse un cri. Sur la nappe blanche, une épaisse substance brune et visqueuse est apparue, formant une flaque malodorante. On dirait de la bave, ou un mélange repoussant qui n'a rien à faire là. Ce genre de manifestation sera également constaté plus tard par des témoins officiels. Conchita et Maximo ne savent plus quoi faire, leur deuil est impossible. Comment ils pourraient pleurer sereinement leur fille alors que tout part en vrille dans l'appartement? Le jour de la Toussaint 1992, la famille remarque un détail étrange sur la photo d'Estefania. Une tache brunâtre qui n'était pas là avant. Et en s'approchant, le mystère s'épaissit. Parce que la photo a brûlé spontanément. Mais que sur la partie du visage d'Estefania. L'inspecteur José Pedro Negri et 3 agents arrivent sur place peu après 2 h du matin. Dehors, il fait froid, quelques degrés à peine. Et une pluie glaciale tombe sur Madrid. Les policiers balayent la rue du regard et la stupéfaction. Devant l'immeuble, toute la famille Gutiérrez Lazaro les attend sur le trottoir, transis, y compris les enfants en bas âge. Les parents tiennent même un bébé dans leurs bras, sous la pluie, plutôt que de rester à l'intérieur. L'inspecteur Negri n'en revient pas. La première chose qui m'a frappé, c'est de voir cette famille entière grelottant dehors à une heure pareille, le regard affolé. Negri tente de les rassurer et leur demande ce qui se passe. Mais la famille va lui raconter une histoire hallucinante à base de placards qui claquent tout seuls, de bruits de pas, d'ombres menaçantes dans le couloir et d'objets qui l'évitent. Alors autant dire que les policiers sont restés sceptiques, mais face à la détresse de la famille, ils sont quand même montés dans l'appartement pour voir ce qui se passait. 2 policiers restent avec la famille dehors, pour les calmer et recueillir leurs témoignages. L'inspecteur Negri, lui, décide d'entrer dans l'appartement accompagné de 2 collègues. En bon professionnel, il veut vérifier par lui-même ce qu'il en est. À l'intérieur, tout est calme. L'électricité fonctionne, les lumières sont allumées. Les agents inspectent chaque pièce minutieusement. Rien à signaler. Pas d'intrus, pas de courant d'air suspect, pas de branchement électrique foireux. La famille avait mentionné que les phénomènes se déclenchaient surtout dans le noir, au calme complet. Alors Negri propose une expérience. Il demande à ses collègues d'éteindre la lumière et de rester silencieux, pour provoquer la chose si elle existe. Les 3 policiers se postent dans le salon, plongés dans l'obscurité totale, et attendent. 1 minute passe. 2 minutes.
Juste le tic-tac d'une horloge au loin. Un claquement sec retentit dans la chambre voisine. Les policiers sursautent et rallument leur lampe torche. Ils se précipitent dans la pièce d'où vient le bruit et c'est la chambre des petites. Et à première vue, tout est normal, sauf que... Attendez, cette porte d'armoire était fermée, non? Et effectivement, la porte de placard est grande ouverte. Et Negri est formelle. Quand ils sont rentrés dans l'appartement, elle était fermée. Et après vérification, la serrure est intacte, elle n'a pas été forcée. Et pourtant, la porte s'est ouverte brusquement, de façon antinaturelle, déclara l'officier. Ou pour le dire plus simplement, il a vu l'armoire s'ouvrir brusquement, sans aucune intervention. Elle s'est ouverte d'elle-même. Les agents échangent des regards stupéfaits. L'un d'eux referme l'armoire par réflexe. Il commence à peine à commenter ce qui vient de se passer que... Les policiers se ruent vers la terrasse, ouvrent la porte de la baie vitrée en trombe, et le balcon est vide. Évidemment. Rien de tombé par terre, aucune trace de personne, et il pleut à verse. L'inspecteur Negri s'avance, sous la pluie, balaye la cour avec sa lampe. Personne dans les alentours, pas âme qui vive. Le bruit reste sans explication. Dans l'appartement, une odeur étrange semble flotter maintenant. Une odeur âcre, comme de la salive ou du vomi. Soudain, l'un des agents pousse une exclamation. « Regardez ça !» Sur la petite table du salon, celle avec le téléphone, une tache brune est apparue. Une large auréole visqueuse qui imbibe le napperon brodé. Negri s'approche et touche la substance du bout des doigts. C'est gluant et épais. Ça ressemble à de la bave. Littéralement. Je pense que vous serez d'accord avec moi, n'importe qui de confronté à ça serait paniqué, sceptique ou pas. Et même si les mecs sont policiers, qu'ils ont l'habitude de voir des scènes de crime horribles, là ils sont face à l'invisible, à l'étrange pur. Pourtant, Negri et ses collègues tiennent bon. Ils continuent à explorer tout l'appartement, décidés à documenter tout ce qu'ils vivront ce soir-là. Et c'est à ce moment-là qu'ils trouveront le crucifix dont parlait le père tout à l'heure. Le Christ est arraché de la croix, le métal est tordu, et sur le mur, 3 griffes. Bon, au final, qu'on y croit ou pas, cette histoire est rentrée dans la légende en Espagne. Elle a tout pour faire flipper et fasciner. C'est littéralement un film d'horreur dans la vraie vie. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est que des flics sont vraiment intervenus et ont vraiment rédigé un rapport officiel qu'on peut trouver. Là, on n'est pas face à une légende urbaine, on n'est pas face à un ragot de quartier, c'est pas Tata Josette qui sort du PMU et qui vient nous raconter une histoire de fantôme. Non, c'est quelque chose qui a l'air réel pour une fois. Et vous me direz, vous, ce que vous pensez de cette histoire. En attendant, merci d'avoir regardé jusque-là. C'était Mario. On se retrouve bientôt pour d'autres histoires mystérieuses, que ce soit paranormal, que ce soit sur les ovnis ou autre sujet, on verra bien. Je vous dis à bientôt. Ciao. Allez, au fait, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire. Allez, salut.